À la complexification des situations répond la sophistication des accompagnements. J'aime beaucoup cette phrase de l'autrice Maëla Paul qui, au fond, résume assez bien ce qu'est le coaching d'organisation, qui est une pratique d'accompagnement effectivement sophistiquée, nouvelle, innovatrice. Pour autant, le fait que ce soit sophistiqué ne signifie pas qu'on ne puisse pas y accéder, le comprendre de manière simple. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter les 5 piliers d'un coaching d'organisation réussi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Patrick Dugois, je suis executive coach HEC depuis 2008. Il y a un peu moins de 10 ans maintenant, j'ai créé au sein de l'école de coaching d'HEC une formation de coach d'organisation. Plus récemment, j'ai créé une nouvelle école, l'Académie des transformations collectives, entièrement consacrée à l'accompagnement des transformations des entreprises. Et puis, j'anime cette chaîne et je vous propose régulièrement des contenus consacrés exclusivement à toutes les questions qui tournent autour du coaching d'organisation. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous propose de vous abonner et vous pourrez découvrir de nombreuses vidéos déjà tournées et être informé de nos prochains épisodes. Un coaching d'organisation est une dynamique d'accompagnement collectif assez sophistiquée, assez complexe qui se déroule dans le temps. Pour autant, nous pouvons la décrire à travers 5 grands piliers qui font que cet accompagnement va être réussi et sera utile aux personnes accompagnées et aura un impact sur l'entreprise accompagnée. Le premier pilier qui rend tout possible ou qui au contraire empêche tout, c'est la dynamique de l'alliance. Si vous n'avez pas d'alliance avec les acteurs de l'entreprise accompagnée, avec les dirigeants, si l'accompagnement n'est pas correctement sponsorisé, alors l'accompagnement ne pourra pas avoir lieu. On pourrait utiliser finalement ce mantra, pas d'alliance, pas de coaching d'organisation. Quand on parle de l'alliance, de quoi parle-t-on? Quand on parle d'alliance, on parle de la manière dont une équipe de coaching d'organisation va entrer en relation avec son système client, avec différentes parties prenantes et créer des relations de confiance. En coaching d'organisation, l'alliance doit être multiple, c'est-à-dire que les différents membres de l'équipe doivent nouer des relations avec différents acteurs au sein de l'entreprise. Pourquoi cela? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'une alliance multiple sera plus solide qu'une alliance unique. Et puis il y a une autre raison tout à fait fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, au sein des entreprises, les postes de dirigeants, les postes de responsables peuvent bouger rapidement. Et si vous n'avez une alliance qu'avec une seule personne, vous prenez le risque que l'accompagnement s'arrête tout simplement. Par ailleurs, vous avez besoin d'une alliance solide. Qu'est-ce que c'est une alliance solide? C'est une alliance qui va permettre non seulement d'élaborer avec les clients la stratégie d'intervention, d'accompagnement du projet de la transformation prévue, mais c'est aussi une alliance qui va résister aux tempêtes. Car qui dit transformation, qui dit fusion-acquisition, qui dit hypercroissance, dit vie émotionnelle très importante. Vous avez des groupes qui sont sous pression, ou qui sont en colère, ou qui sont apathiques. Et donc vous allez avoir besoin de mettre en place des dispositifs qui à certains moments vont les bousculer. Une bonne alliance, c'est une alliance qui va résister malgré toutes ces difficultés. À quoi est-ce que vous allez savoir que vous avez une alliance de qualité avec l'entreprise, qui soit solide? C'est simplement si les clients que vous accompagnez acceptent d'être bousculés, acceptent des remises en cause, tout en gardant confiance en vous et en votre accompagnement. Le deuxième pilier qui va faire la qualité d'un coaching d'organisation et qui permet de vous repérer dans ce processus sophistiqué, c'est la demande. Vous ne pouvez pas et on ne peut pas réaliser un coaching individuel par exemple si votre coaché n'a pas une demande, n'a pas des objectifs à atteindre, ne cherche pas à aller quelque part. Pour un coaching d'organisation, c'est la même chose. S'il n'y a pas de demande, il ne pourra pas y avoir de coaching. Pour autant, en coaching d'organisation, ça va être plus compliqué parce que si vous devez, par exemple, accompagner une entreprise tout entière, l'ensemble des acteurs n'est pas forcément demandeur d'un accompagnement ou d'un coaching. On a donc nécessairement une part d'obligation de prescription. Pour autant, pour que votre coaching fonctionne, vous avez besoin d'élaborer avec le directeur ou la directrice de la transformation, le ou la DRH, le DG, une demande qui à la fois s'appuie sur les besoins exprimés de vos clients, sur une analyse un peu diagnostique de ce qui se passe et qui permettent du coup d'élaborer en commun
le projet commun, ce qui doit être atteint et qui va devenir la demande. Bien entendu, en coaching d'organisation comme en coaching individuel, il peut y avoir des demandes cachées. À un moment, peut-être que l'on va vous demander de faire un travail sur la vision, demande officielle, mais en réalité, c'est parce qu'on a un peu de mal à se mettre d'accord où aller. Il y a une demande cachée de coopération, de capacité à travailler ensemble. Il peut y avoir aussi des non-demandes. Vous avez à un moment, par exemple, une équipe de direction, un COMEX, qui estime qu'il est important de changer la culture de l'entreprise ou de retravailler sur ses valeurs, mais vous avez un corps social de l'entreprise qui a d'autres préoccupations, d'autres enjeux et qui n'est absolument pas demandeur de ça. Et donc, vous allez vous retrouver dans un processus avec ce qu'on appelle une non-demande. Il y aura donc besoin de retravailler avec l'équipe client pour pouvoir faire progresser l'ensemble du corps social pour qu'ensemble nous définissions une demande commune parce que c'est la condition pour que l'accompagnement collectif puisse atteindre ses objectifs. Il y a un troisième pilier essentiel qui va conditionner la réussite d'un coaching d'organisation. C'est l'intervention en équipe. De mon point de vue, il est impossible de faire du coaching d'organisation, d'accompagner des grands collectifs à différents niveaux d'une entreprise sans constituer une équipe de coach et une équipe d'intervention. Il y a de multiples raisons à ça. La première, toute simple, c'est que si vous vous retrouvez même avec une PME de quelques centaines de personnes ou une ETI de quelques milliers de personnes ou un grand groupe, eh bien de toute façon, vous ne pourrez pas accompagner ça. Il y a une deuxième raison qui est une raison éthique, qui est que si vous accompagnez par exemple le COMEX de l'entreprise, eh bien vous n'allez pas dans le même temps animer des ateliers au sein du corps social ou au sein d'une BU dans la même entreprise. Il peut y avoir des questions de confidentialité, il peut y avoir des questions de confiance des personnes dans l'accompagnement lui-même, et pour toutes ces raisons, on a besoin d'une intervention en équipe. Il y a une autre raison à laquelle on ne pense pas souvent, mais une entreprise c'est un système extrêmement complexe et vous ne pouvez jamais voir tout ce qui se passe dans l'entreprise. Il se passe infiniment plus de choses que vous ne pourrez jamais observer, analyser. Le fait de pouvoir intervenir en équipe va permettre de multiplier les angles de vision, de compréhension et du coup d'élaborer au sein de l'équipe de coach d'intervention des propositions d'intervention, d'ateliers, de séminaires qui sont beaucoup plus ajustées. La plupart du temps, les dirigeants n'y pensent pas, mais dès lors que vous initiez un projet de transformation, que ce soit à travers une réorganisation, une nouvelle orientation client, un nouveau business, une fusion-acquisition, vous allez générer automatiquement des processus émotionnels, des peurs, des colères, peut-être de la joie, de la tristesse. Certains vont devoir changer de poste, d'autres peut-être verront leur équipe disparaître. Tout ça va animer la transformation, générer beaucoup d'émotions et ça doit être contenu. Intervenir en équipe, c'est devenir un contenant pour la transformation et créer un cadre de sécurité. C'est pour ça qu'on a besoin de ce pilier essentiel qui est la qualité de l'équipe d'intervention. Évidemment, le coaching d'organisation, comme d'autres processus d'accompagnement, va nécessiter également un processus d'intervention, une stratégie d'intervention. Les coachs d'organisation vont devoir se poser la question de par où on commence. Est-ce qu'on commence par le dirigeant, le COMEX, ou on commence par des ateliers sur le terrain? Est-ce qu'on crée un projet transversal? Est-ce qu'on choisit une BU? Est-ce qu'on propose quelque chose qui concerne tout le monde? Est-ce qu'on choisit quelques ambassadeurs, quelques acteurs? Il y a de multiples manières d'intervenir. Comme dans l'accompagnement du changement, par exemple, vous allez avoir ainsi des suites de séminaires, d'ateliers, du coaching individuel, etc. Simplement, en coaching d'organisation, il est impossible de définir à l'avance le point d'arrivée. Si vous accompagnez une entreprise qui est en pleine transformation de son business model, bien entendu, l'entreprise elle-même sait où elle veut aller. Mais elle ne sait pas forcément comment elle va y aller. Elle ne sait pas forcément si, quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, elle sera arrivée à un endroit un peu différent de ce qu'elle avait imaginé. Les startups l'ont bien compris, qui travaillent avec le test and learn. Pourquoi? Parce qu'elles vont pivoter, comme elles disent, c'est-à-dire qu'elles s'étaient donné une destination, et puis elles vont faire un détour, elles vont aller un petit peu à côté, et leur réussite dépend de cette agilité. En coaching d'organisation, on va avoir des stratégies d'intervention qui vont être multiples. On va intervenir à plusieurs endroits, séquencer également avec une instance de gouvernance pour piloter l'ensemble, mais on va avoir aussi des stratégies d'intervention qui vont être itératives. C'est-à-dire que dès lors que je me mets en mouvement pour transformer l'entreprise, eh bien les choses changent.
Et parce qu'elles ont changé, peut-être que le point d'arrivée que j'avais imaginé n'est plus tout à fait le même et je vais être obligé de réviser ma stratégie, de réviser ce qui était prévu, garder certaines choses, en ajouter d'autres. C'est ce mouvement extrêmement vivant qui va permettre à l'équipe de coaching d'organisation d'être au plus près de la dynamique humaine et d'être totalement contenant, accompagnant, tout en gardant une direction, tout en permettant à l'entreprise de trouver son propre chemin. Il y a un dernier pilier qui est constitutif du coaching d'organisation et qui souvent est totalement sous-estimé dans les processus de transformation et dans les projets de changement au sein des entreprises. Il s'agit du bouclage du projet, il s'agit de l'ancrage et de l'apprentissage. J'ai souvent vu dans ma pratique des entreprises et des collectifs qui, parce qu'elles ont mené le coaching collectif, parce qu'elles ont trouvé des solutions, parce que tout va mieux ou tout va bien, ont tendance à vouloir zapper ce moment. C'est une erreur importante. Pourquoi ? D'abord parce que si vous n'avez pas eu ce dernier pilier, cette dernière phase d'ancrage, c'est un moment où on prend le temps de regarder en arrière comment on s'y est pris. C'est un moment où on va regarder qu'est-ce qui est différent maintenant. C'est un moment où on va pouvoir dépasser ce qu'on appelle le point de bascule. Si cet ancrage des apprentissages et du processus n'est pas fait, il y a un risque que quelques mois plus tard, les habitudes anciennes reviennent. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, si vous avez réalisé un coaching d'organisation dont l'objectif était de créer plus de coopération, de lutter contre les silos, d'obtenir un travail plus transversal ou en mode plateforme, et que à la fin, parce que tout va mieux, parce qu'il y a plus de coopération, l'ensemble du système de l'entreprise ait tendance à reporter les réunions et les ateliers de bouclage et d'ancrage. Eh bien, si vous cédez à cette tentation-là, il y a le risque que l'entreprise, un an plus tard, retrouve les mêmes travers, retrouve le même fonctionnement en silo. Par contre, si on a pris du temps, des ateliers pour bien ancrer les apprentissages, bien constater à quel point on a avancé, alors ce risque sera bien moindre. Par ailleurs, ce dernier moment, ce moment d'ancrage, c'est aussi un moment pour capitaliser sur les apprentissages. Or, l'on sait maintenant, à travers de multiples travaux, que les entreprises qui vont durer, qui vont être pérennes, sont des entreprises qui savent apprendre de leurs expériences. C'est tout l'enjeu du test and learn des startups dont je parlais tout à l'heure. Il est donc essentiel de prendre ce moment de retour d'expérience et de capitalisation. Puis il y a un dernier point qui en général n'est pas très bien traité au sein des entreprises, c'est la fin des projets. Beaucoup de projets dans les entreprises sont parfois arrêtés, y compris de manière non officielle. On a commencé le projet et puis on n'en a rien fait. Soit sont arrêtés en cours de route de manière un peu officielle, mais on ne fait pas de bouclage. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas eu de deuil de fermeture du projet. Et comme il n'y a pas eu de deuil de fermeture du projet, les acteurs n'ont pas pu être fiers soit des réalisations, soit apprendre de ce qui s'est passé et ne sont donc pas vraiment disponibles pour la suite. Il existe un livre que je vous recommande de Jacques-Antoine Malarevitch qui s'appelle « Petit deuil en entreprise » qui montre bien ce processus, qui est qu'un certain nombre de ce qu'on appelle des boucles systémiques n'ont pas été fermées et parce qu'elles n'ont pas été fermées, elles absorbent de l'énergie, elles absorbent de l'attention et à la fin, l'entreprise ne bénéficie pas complètement de tous les apprentissages. Donc la recommandation, c'est ce 5e pilier, ce travail d'ancrage, d'apprentissage est absolument vital. Vous le voyez, quand on parle de sophistication des accompagnements, il y a dans le coaching d'organisation quelque chose de complexe et de sophistiqué. Mais vous comprenez aussi, à travers ces 5 piliers, que cette complexité, elle va être très structurée avec ces éléments. Et à partir du moment où je suis attentif à l'alliance, au travail de la demande, à l'intervention en équipe, à ma stratégie d'intervention et à l'ancrage, alors j'ai toutes les chances d'avoir fait un coaching d'organisation réussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous permettra des choses opérationnelles dans vos accompagnements, que ce soit en tant que coach ou en tant que dirigeant mobilisant des coachs. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne.